Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour s'imposer, la journaliste que vous êtes a parfois dû se battre comme une lionne. Un combat très différent de celui du tigre, un animal politique que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Nathalie Saint-Cric. Bonjour Jacques. Alors on vous connaît à la télévision depuis des années grâce à la politique, à vos chroniques, à vos débats. Et là vous publiez un premier roman qui s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » à l'Observatoire, une phrase de Clémenceau. Mais avant de parler de Clémenceau, on va parler de vous si vous en êtes d'accord. D'accord. Alors la première date, elle ne vous correspond pas directement, mais elle vous correspond familialement. C'est le 6 mai 1978. Pour la première fois, il y a un Saint-Cric à la télévision. Un journal qui, maintenant, atteint 310-315 000 exemplaires Jacques Saint-Cric, par jour, votre père, qui couvre 8 qui est pour la première fois interviewé, car la Nouvelle République est un grand quotidien régional. Ça passe dans Centre Actualité. Oui, parce que j'ai été élevé là-dedans. J'ai été élevé avec un grand-père qui a fondé un journal. Oui. C'était double chose, la politique et le journalisme. Donc j'ai baigné là-dedans, ça m'a beaucoup aidé. Et alors, à l'époque, la Nouvelle République, on l'oublie aujourd'hui, ça couvrait 8 départements, ça employait 950 personnes, et dont 200 journalistes. Oui. C'était important, la PQR, à C'était l'époque. très important, la PQR. Ça reste important, mais ils sont confrontés, comme tous les autres, à un certain nombre de problèmes, des gens qui lisent un peu moins, une publicité qui est un peu en baisse. Et aujourd'hui, mon frère, qui dirige le journal, il essaie de maintenir le titre à un bon niveau, mais il y a un peu moins d'éditions et les choses ont été rationalisées. Et quand on pense, Nathalie Saint-Cric, qu'au cours du 19e siècle, la presse hebdomadaire régionale a eu jusqu'à 1300 titres, et 12% des hebdomadaires qui ont été créés existent encore aujourd'hui. C'est insensé, c'est qu'on a l'impression qu'on va dans le sens d'une baisse. Et pour repartir sur Clémenceau, 12 secondes, le fameux j'accuse, c'est-à-dire quand Clémenceau publie dans l'Aurore le texte de Zola qui met en cause, qui est une lettre à Félix Faure, et que lui-même rayera la lettre à Félix Faure en mettant j'accuse, c'est plus de 300 000 exemplaires. C'est-à-dire, il y a des tirages absolument incroyables. Alors qu'on peut se dire qu'à l'époque, il y avait moins de gens qui maîtrisaient la lecture, mais les tirages des journaux, c'était quelque chose d'absolument incroyablement puissant. Et oui, alors vous avez grandi dans cet univers, Nathalie Saint-Cric, et c'était un temps où le pouvoir de la presse écrite, surtout dans les régions, était très important. Très important. Maintenant, il y a eu un bouleversement avec les télévisions, les chaînes d'infos. Mais il y a les télés locales maintenant qui sont en train de remonter, donc c'est une autre forme. Mais c'est vrai que l'écrit baisse un petit peu par rapport à ce qu'il y avait dans le temps. Et à cette époque, c'était vraiment un royaume, la presse écrite. On connaissait tout le monde dans la région, dans le quartier. Oui. C'était pas au sens d'une espèce de pouvoir, de pouvoir incroyable, mais c'était effectivement quelque chose de très important. C'était un élément essentiel dans une région, dans un département ou dans une ville. Vous l'avez vécu, vous, en grandissant, de connaître tout cet univers ? Oui, je l'ai vécu avec mes grands-parents, avec mes parents. Nous, on habitait, quand j'étais petite, dans le journal, c'est-à-dire qu'on entendait les linotypes, les rotatives le soir. Donc, on habitait dedans et j'ai été élevée là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu dès le début. Oui, car on a oublié aujourd'hui, la nouvelle génération oublie qu'il y avait des rotatives qui faisaient 50 mètres de long. Qui faisaient du bruit. Qui faisaient du bruit, qui broyaient 50 tonnes de papier la nuit. Oui. Et il y avait une odeur d'encre très particulière. Absolument, mais il y avait tout. Il y avait l'odeur d'encre, il y avait l'auteur du papier, le grand papier journal, et puis il y avait la composition. Alors maintenant, tout ça, ça a l'air d'être carrément le Moyen-Âge ou la préhistoire. Mais il y avait un bruit, il y avait une odeur, et il y avait tout un certain nombre de métiers de l'imprimerie qui ont disparu maintenant, beaucoup de choses ont été automatisées. Et quand on est une petite fille, qu'on baigne dans cet univers, qu'est-ce qu'on ressent ? Mais moi, c'était surtout la politique, à vrai dire, qui me plaisait. Enfin, ça me plaisait. Je n'entendais parler que de ça. Parce que j'ai eu la chance d'avoir... j'ai eu mes deux grands-parents d'un côté, mes deux grands-parents de l'autre, et mes parents qui étaient obsédés par la politique. Donc, j'ai été nourrie J'ai entendu parler de Guy Mollet quand j'avais 7 ans. J'ai vu Georges Bidault venir à la maison. Donc, j'étais obligée... De toute façon, j'étais condamnée à m'y intéresser. Autrement, je me serais ennuyée mortellement. Donc, j'ai considéré que c'était intéressant. Et entre la politique et les souvenirs de la guerre, ça m'a grandement aidée par la suite, honnêtement. Parce que tout ce que j'avais appris à la maison, j'ai pas eu à l'apprendre dans les livres. Oui, et on apprend beaucoup plus à la maison que dans les livres, d'ailleurs. Oui, c'est d'une certaine forme, non pas de favoritisme, mais j'ai eu de la chance, voilà. Alors, votre père innove aussi à l'époque, parce que dans ce reportage que j'ai vu, il propose de s'associer avec FR3
pour la foire exposition de Tours et la télévision et la presse seront complémentaires et c'est une première. Eh oui, il a été, il a essayé d'être non pas moderne, mais d'être un peu en avance, enfin de ne pas attendre que les choses passent pour être toujours à la traîne, c'est-à-dire aller de l'avant parce qu'il savait très bien que ça pouvait être un jour un médium un peu, non pas fragile, mais qu'il fallait être de son époque et puis pas rester dans son jus si on voulait continuer à survivre. Parce qu'à l'époque, la télévision et la presse, c'était des concurrents. C'était des concurrents, notamment avec la publicité, parce que quand la télévision s'est ouverte à la publicité, c'était autant d'annonceurs qui risquaient de fuir sur les télés et donc de manquer à la PQR ou à la presse parisienne. Et il fallait se battre et s'associer pour pas rester à la traîne et perdre des revenus. Voilà. Et moi, je me souviens de journaux de la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, où il y avait les décès du jour, bien sûr, la photo du mariage. Ça faisait partie du quotidien. Et même pour votre famille, les gens des environs vous lisaient comme on lit une famille. Vous étiez de la famille. Oui, je pense, mais là, ça a grandement changé maintenant parce que, justement, pour pas qu'on tombe dans la caricature des chiens écrasés comme on avait. Il y avait une sorte de mépris de la presse parisienne ou nationale, mais parisienne, on peut dire pour la presse de province, comme si c'était que les comices agricoles ou les chiens écrasés. Et ça s'est grandement modernisé avec toujours de l'info nationale qui a été maintenue à la une, de manière à ce qu'on parle également des choses qui concernent la France ou l'international. Alors, vous parlez de la guerre d'Nathalie Saint-Cricq. Il faut savoir que votre grand-père, Jean Meunier, a été un résistant. Et il a formé un PS clandestin et il a fabriqué des faux documents officiels pour la résistance dans une imprimerie. Absolument, il était aidé en cela par son père à lui, qui a devenu une imprimerie, et les deux grands-parents, mes deux, parce qu'on parle toujours de mon grand-père. Mais il y avait ma grand-mère qui a également été dans le même réseau que lui et qui ont été résistants au début. C'est pas résistant en 44 et demi ou en 43 trois quarts. Voilà. Mais effectivement, à l'époque, les faux documents, c'était très difficile de ne pas se faire repérer par les nazis. C'était extrêmement difficile. Et c'est par ce biais-là qu'il a pu commencer à fabriquer un certain nombre de faux papiers, rentrer et aider un certain nombre de gens et rentrer dans les réseaux de résistance. Et remarquez, c'est ce qu'a fait Piaf en chantant pour les prisonniers français en Allemagne. Elle se faisait prendre en photo avec les prisonniers. Ces photos partaient et ça devenait de fausses cartes d'identité qui libéraient les prisonniers et repartaient avec elles. Ça, je savais pas. C'est extraordinaire. Alors, il y a eu aussi un journal qu'il a fondé, issu de la résistance. C'était La Nouvelle République. Absolument, puisqu'il y a un certain nombre de journaux qui ont été interrompus à la Libération pour fait de collaboration. Dont le journal qui était à Tours, La Dépêche. Et je précise qu'on a payé, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement profité du fait que le journal était saisi de collaboration. Il y a eu une indemnité qui a été donnée, alors que ça n'a pas été le cas dans tous les journaux de PQR. Voilà. Et le premier numéro de La Nouvelle République est paru le samedi 2 septembre 44, avec un tirage de 33 000 exemplaires, pour être précis. Et il y avait eu des numéros clandestins, car à l'époque, on a oublié, mais la presse clandestine existait. Elle a eu un rôle extrêmement important, oui, aujourd'hui on dirait lanceur d'alerte, mais pour essayer d'attirer l'attention des gens et de les mobiliser et de les appeler à résister ou du moins à rentrer en rébellion et en résistance. Et votre grand-père a été ministre, je crois qu'il a été battu à la mairie par Jean Royer. Vous avez interviewé Jean Royer un jour ou l'autre? Non, je ne l'ai pas connu. Enfin, je l'ai connu. Je l'ai connu familialement parce que je l'ai rencontré. Et mon premier souvenir de Jean Royer, c'est sa candidature à la présidentielle, quand il se battait notamment contre les cinémas porno. Voilà. Et il n'avait pas vraiment d'humour, puisque en 78... parce qu'il caractérisait il y a un comédien qui s'est présenté contre lui sans étiquette et sans feuille de vigne. Je vous laisse deviner l'image. Pierre Charras, qui a eu près de 2% des voix, ce que Jean Royer a très mal pris. Absolument. Alors, effectivement, à l'époque, on s'interroge déjà sur l'avenir de la presse. Ce métier vous tente déjà? Vous voyez à Tours ou ailleurs, Nathalie Saint-Cricq? Non, pas spécialement. Je vais pas raconter l'histoire comme certains ont tendance à le faire en disant déjà toute petite, à l'âge de 8 ans et demi, je rêvais d'être journaliste, tout. Je savais que je rêvais. Je voulais. C'est la politique. La politique m'intéressait. Je ne savais pas sous quelle forme. Probablement pas ça. J'ai jamais eu l'idée, moi, d'en faire. Mais je me suis donné un peu de temps pour voir quel était le métier. Ce qui me plaisait dans le journalisme, c'était le fait que ça change tous les jours. Parce que j'avais une peur bleue d'un travail répétitif et de finir avec une tâche qui se ressemble tous les jours. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, en procédant par élimination, que le journalisme, l'avantage, c'est qu'il se passait des choses sans interruption et qu'aucun jour ne ressemblait ni au suivant ni au précédent. Alors, vous êtes aussi, Nathalie Saint-Cricq, une enfant de la Ve République, c'est-à-dire que vous avez grandi avec De Gaulle, avec Giscard, Pompidou, et ça a marqué votre enfance. Vous n'imaginiez pas un jour, enfant, rencontrer François Mitterrand ou Jacques Chirac? Eh bien, non, mais
c'est pour ça que ça m'a fait un choc quand j'ai effectivement eu la chance, quand je suis rentrée à la 5, de rencontrer. Je suis pas assez âgée pour avoir fait le premier septennat de François Mitterrand, mais de pouvoir être sur la campagne de Mitterrand assez vite à partir de 88, et donc rencontrer en gros. Et ça m'a fait le même effet quand j'ai vu Arlette Laguillet, ou quand j'ai rencontré un certain nombre de gens que je voyais à la télé quand j'étais petite. Ça m'a un peu Krivine, tous ces gens-là qui pour moi étaient des gens que je voyais dans la campagne électorale, ça me passionnait pas, mais c'était des personnages familiers de la télé. Et quand je les ai rencontrés, ça m'a fait marrer, quoi. Je trouve que c'était plutôt drôle. C'était pas les mêmes, hein, d'ailleurs, à la télé. Non, mais c'était impressionnant. Ça m'a fait la même chose que quand j'ai rencontré, dans un domaine totalement différent, Jean-Claude Drouot. J'étais amoureuse de Thierry Lafronde quand j'étais petite, et un jour j'ai eu la chance de faire une émission avec Jean-Claude Drouot, et j'ai eu l'impression que c'était absolument un temps fort de mon existence. Et Isabelle, qui était sa compagne dans le feuilleton. Donc je détestais parce que j'étais jalouse. Oui, ben voilà. Et c'est la mère de Zabou, la comédienne. Absolument. Alors, il y a eu aussi ensuite l'Institut de Sciences Po. Vous avez fait Sciences Po, ce qui était logique pour faire du journalisme. Oh, à l'époque, on avait le droit de faire autre chose qu'une école de journalisme pour faire. Sciences Po, ça m'a permis d'attendre pour choisir, parce que j'ai dû y rentrer, j'avais 17 ans, j'ai eu la chance d'y rentrer jeune, et je ne pouvais pas dire que j'avais une idée très précise. Et puis après, j'ai fait des stages, j'ai prolongé un petit peu mes études, j'ai eu la chance d'être collée aux oraux de l'ENA. Donc, étant collée, je me suis orientée peu à peu vers le journalisme, en me disant que les journalismes politiques de préférence. Mais vous avez quand même fait des études de marketing et une maîtrise de lettres. Oui, mais d'accord, j'ai traînassé un peu, c'est ce que j'appelle pour repousser le moment du choix. Mais déjà, le choix a été fait? Non, le choix était fait que je voulais que la politique m'excitait. C'est-à-dire que quand il y avait une composition de gouvernement, j'écoutais avec la radio, parce qu'il n'y avait pas tous les iPhones et toutes les choses d'aujourd'hui. Voilà, c'était pas avant la guerre, mais j'écoutais la composition du gouvernement. Je me souviens en 86, je me demandais qui allait être ministre et j'écoutais ça. Voilà, bon, c'était ma première passion. Et après, je me suis dit que si je pouvais croiser le journalisme et la politique, ça serait bien. Eh bien, vous l'avez fait. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 24 juillet 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Saint-Cric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Nathalie Saint-Cric. Il y a ce livre, Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir à l'Observatoire. On en parlera tout à l'heure. On revient à vos débuts politiques le 24 juillet 1987. C'est votre premier reportage télé. C'est sur Antenne 2, de 20h, un reportage sur la CNCL, qui est aujourd'hui la haute autorité, qui dévoile la liste des FM autorisés en région parisienne. Et vous faites le reportage parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un scandale. Il y a Lionel Pauvert qui dirige Fréquence Gay, qui est en colère parce qu'il n'a pas été retenu et il dit que la décision est homophobe. Aujourd'hui, elle ferait scandale sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de ce reportage? Non. C'est votre premier. J'ai une tendance à oublier un peu un certain nombre de choses. Pour me rendre compte, pour oublier le temps qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous êtes encore à Antenne 2, pas encore à 5. Comment vous êtes arrivée à Antenne 2, Nathalie Saint-Cric? Je suis arrivée après la 5. Avant, c'est avant, c'est en 87. Alors, attendez, voilà, effectivement, je fais un stage à Antenne 2. Voilà, c'est un stage pour essayer Je fais des sujets absolument passionnants, comme celui que vous voulez citer, le déménagement de Libération. Oui. En général, on me réserve le 23h parce qu'évidemment, j'ai jamais fait d'école de journaliste et j'ai la voix qui chantonne et je sais pas vraiment faire. Et ça fait comme ça. Après ces 2 mois de stage, il se trouve que la 5 se crée. Donc je vais tout de suite à la 5 parce que c'est là où on prend des gens. Je me suis jamais dit je veux faire de la télé spécialement. Je voulais faire. J'ai pris contact partout, la presse écrite, et je suis allée là où on m'engageait en clair. Et après la fermeture de la 5 et quelques mois de chômage, 4-5 mois, je dois à un certain nombre de personnes comme Hervé Bourges, qui ont récupéré un certain nombre de gens de la 5, Hervé Bourges, Pascal Joseph, d'avoir été repêchés. Et là, je rentre au service politique avec Arlette Chabot et voilà. Alors, je suis plus sortie. Revenons donc à Antenne 2. Le stage, vous êtes rentré comme ça, vous êtes parvenu à avoir un stage. C'était plus facile qu'aujourd'hui. Écoutez, honnêtement, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Deuxièmement, je crois que c'est Élie Vanier qui était directeur de l'info, que j'avais connu quand il était à Stratégie. Je fais pas partie des gens qui connaissent personne. Oui. Et j'ai donc énormément de chance. Je vais pas vous raconter que tout d'un coup, j'ai tiré 50 sonnettes et qu'à la 51e, tout d'un coup, quelqu'un a dit « J'ai été toujours aidé ».
aider veut pas dire pistonner, parce que si ça s'était mal passé, je suis pas persuadée que j'ai pu rester, mais j'ai quand même, avec ma famille, avec les études que j'ai pu faire et les gens que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours eu des gens bienveillants autour de moi. Voilà, donc ça, faut le dire, si on veut être honnête. Il faut être honnête. Donc, ensuite, après ce stage, vous allez sur la 5 et il y a un générique mythique. Ce générique, c'est celui du journal de la 5. Ouais. Et c'est ainsi parlait Zarathustra, thème choisi par Robert Hersan lui-même. Ouais, qui était à Absolument. l'époque producteur de la 5. Il faut savoir que ce thème, c'est aussi celui de 2001, Odyssée de l'espace, qu'au départ, Stanley Kubrick avait choisi une autre symphonie, c'était la symphonie numéro 3 de Gustave Mahler, mais on lui a offert cet album pour Noël interprété par Karajan. Il a eu le coup de foudre et c'est devenu le générique du film et de la 5. Et c'est vrai que ce journal télévisé, vous y êtes entré et il est innovant, Nathalie Saint-Cric. Il est assez innovant à l'époque parce qu'il y a un ton qui est probablement un peu plus libre. Il y a aussi un présentateur qui est Guillaume Durand, qui a eu une véritable tonalité assez. Je pense que c'est un terme de cette génération ou de cette époque décoiffant, qu'on essaie de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'il y a sur les chaînes, un peu plus institutionnelles. Et c'était surtout un endroit où très adapté à apprendre le métier, parce que c'était un endroit pas forcément confortable, parce qu'on avait moins d'argent que les autres, on était plus libre, on avait moins d'argent. Quand on allait diffuser un sujet, on était obligé d'aller chercher la clé chez les pompiers pour avoir accès à une boîte de diffusion de l'A3 pour pouvoir... Bon, tout était un petit peu artisanal, mais d'abord, on commençait tous, donc il y avait un esprit qui était quand même assez agréable, et il donnait la chance aux jeunes. C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir, quand je vous ai parlé de Mitterrand tout à l'heure, je me suis retrouvée à pouvoir faire Mitterrand à 23 ans ou à 24 ans parce que la personne qui devait le faire à ma place s'est cassé la jambe. On s'est pas dit, elle est trop jeune, elle est nulle, on va pas la prendre. Ils m'ont laissé y aller en disant, si ça marche pas, on changera. Mais il y avait une ambiance de gens assez jeunes, et aujourd'hui, ce sont des gens qu'on retrouve dans pas mal d'endroits. Donc le choix était pas si... les choix n'étaient pas si mauvais. Mais moi, je me souviens de François Barouin, débutant sur cette chaîne. On voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Absolument. Vous avez Étienne Lénard, vous avez Morandini, vous avez plein de gens différents qui y étaient et qu'on a retrouvés après. Et qui apprenaient le métier comme vous. Oh, on apprenait tous, on était tous assez jeunes. Ouais. Et il n'y avait pas de rivalité à l'époque, c'était une complicité. Non, il n'y avait pas. Alors, il y avait toujours les malades d'antenne. Il y a toujours eu les malades d'antenne à la télé. C'est-à-dire les gens qui tueraient leur frère ou leur mère pour pouvoir passer à l'antenne. Mais pour les autres, on était plutôt soudés. Il y avait Pierre-Luc Séguillon, Anita Hausser. Enfin, c'était des gens, quels que soient les âges, qui étaient contents de faire une expérience nouvelle. Puis il fallait toucher à tous les sujets parce que bon, vous étiez un peu la Jean-X à tout faire. J'ai trouvé des reportages sur la vente de la coupole, sur le veau aux hormones. Ou la naissance le veau aux hormones a été un de mes premiers sujets. Oui. J'ai également fait un truc sur les pandas, en faisant en même temps un problème en Serbie et tout, au moment donné, faisant la voix pour la météo, parce que c'était un week-end et que ce jour-là, il y avait 6 personnes. Donc c'était assez formateur. Mais effectivement, il faut travailler tout le temps dans ces cas-là. Oui, mais quand on a ce stage-là, c'est pas grave. Et les moyens techniques ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui. Ça devait rien à voir. Non, mais ils n'étaient pas si. Je veux dire, il n'y avait pas tant de plantage. Moi qui travaillais à la 2 après, il n'y avait pas, toute proportion gardée, il n'y avait pas tant de plantage. Et puis, il y a le journal télévisé qui est aussi présenté par Jean-Claude Bourré et Marie-France Cubada. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis un peu renseigné. Marie-France Cubada, aujourd'hui, elle vit dans les îles lointaines, en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Elle était là à l'origine, elle venait de Calédonie. Voilà. Et là, elle a repris du service sur un site internet d'infos de la région. Et elle s'occupe de ses petits-enfants. Elle fait 20 km à vélo tous les jours. Ben, c'est très bien. Et Jean-Claude Bourré vit en Bretagne, pour votre information, et fait des livres. Alors, effectivement, il y a aussi une nouveauté dans ce journal, et qu'on voit aujourd'hui, on oublie que c'est né là, c'est l'incrustation. C'est-à-dire que c'est une idée importée du Japon. Il y a une information permanente avec l'incrustation dans les images. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui étaient assez nouvelles, comme ça. Il y avait aussi des choses qu'on a beaucoup critiquées à l'époque, qui étaient le vote par Minitel. C'est-à-dire qu'il y avait un débat de Bourret, en général, au 13h, et on demandait aux gens de voter pour ou contre. Au début, on a dit que ça n'avait pas de sens, parce que c'était Minitel ou je sais pas quoi. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que dans le Figaro, tous les jours, il y a êtes-vous pour ou contre le remboursement de la dette et tout ça. Et finalement, par d'autres méthodes, on a été assez précurseurs sur un certain nombre de sujets. Vous avez même fait le Paris-Dakar avec Marie-France Cubata, vous avez fait l'ambiance du Paris-Dakar. Moi, j'ai fait l'ambiance et j'ai fait... Alors, non, après, ils m'ont envoyé faire Chirac, quelque chose sur Chirac au Sénégal. Et j'ai fait un bout de campagne d'Abdou Diouf.
Voilà. Et effectivement, vous commencez à réaliser des reportages politiques. Alors, il y a les points de presse du PS, il y a Ernu, Chirac, la campagne. Vous commencez à toucher à tout à ce moment-là, parce que c'était une époque où on pouvait toucher à tout. Bah, on pouvait toucher à tout et on devait toucher à tout pour des raisons économiques. On ne pouvait pas se permettre à la 5 d'avoir quelqu'un qui était le spécialiste de l'aile gauche du PS ou de l'aile droite du RPR de l'époque. Il fallait qu'on soit tout terrain, ce qui est plutôt bien pour avoir une formation politique, parce que si on se borne à connaître que la gauche ou que la droite ou que l'exécutif, eh ben on perd plein de facettes. Et vous avez suivi la première campagne de Jean-Claude Gaudin à Marseille. J'ai fait effectivement. Moi, je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'étais extrêmement disciplinée à l'époque. Oui, mais vous vous rendez compte que vous avez vécu une partie de l'histoire. Mais je me rends compte que j'ai eu une chance absolument incroyable de pouvoir approcher un certain nombre de personnages qui maintenant ont disparu, à une époque où il y avait encore des grands personnages, entre guillemets. C'est-à-dire que les conférences de presse de Seguin-Pasqua, c'était quelque chose d'impressionnant. Mitterrand, c'est quelque chose d'impressionnant. J'ai pu rencontrer Chirac, j'ai pu faire la campagne de Chirac, j'ai pu faire Rocard. J'ai eu la dernière partie des grands hommes qui sont aujourd'hui, il y en a peut-être un petit peu moins, ce qui me... Enfin, j'ai eu de la chance, quoi. Et puis, il n'y avait pas les petites phrases qui tuent. Il n'y avait pas encore les petites phrases qui tuent, mais ça commençait quand même un peu. Alors, vous avez aussi résisté, c'est-à-dire que quand R100 a vendu la chaîne à Jean-Luc Lagardère, vous êtes resté, c'était pas si courant, et vous avez été, je crois, jusqu'à la fin, parce que le 12 avril 92, Nathalie Saint-Cric, vous faites un dernier reportage sur le comité directeur du PS rue de Sulferino. J'ai passé ma vie au 3e sous-sol. Le comité directeur. Ça, c'était le truc. J'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures. Mais, pour être entièrement honnête, il y a un moment donné où j'ai une espèce de folie qui m'a prise en me disant, au moment de la première guerre du Golfe, je me suis dit, c'est pas possible de passer sa vie au 3e sous-sol. J'ai demandé à pouvoir être envoyé pour la guerre du Golfe et je suis allé passer 3 mois en Israël pour couvrir la guerre du Golfe. Et là, c'était quand même autre chose que d'être sans arrêt à traînasser pour savoir ce qui était les états d'âme des socialistes et finir en apothéose au congrès de Rennes. Parce que ça, justement, vous étiez dévoué, pas dévoué, mais dédié aux socialistes par la chaîne. J'étais non pas dévoué, comme vous le dites, mais dédié. Je faisais effectivement plus de gauche. Mais à ce moment-là, c'était très intéressant et la gauche était puissante. et puis, la chaîne s'est fermée. On a tous l'image de Jean-Claude Bourret disant au revoir et adieu. Ça vous a marqué cette soirée-là, Nathalie Saint-Cric? Ah bah oui, parce qu'on avait passé... Oui, parce que c'était triste. Et puis, c'était triste. Évidemment que c'était triste. Et puis, on avait cru jusqu'au dernier moment qu'on pouvait avoir des repreneurs. Et puis, la symbolique du décompte 10, 9, 8, 7, 6, avec l'écran noir et tout, c'était vraiment... voilà, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu d'autres moments plus heureux. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 3 mai 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Saint-Cric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Nathalie Saint-Cric. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », un récit roman à l'Observatoire autour de Clémenceau. Et là, on revient à une date importante de votre carrière de journaliste, le 3 mai 2017. Ça vous dit forcément quelque chose, écoutez. Votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen. Le débat Macron-Le Pen du deuxième tour de présidentiel. Et vous êtes là, Nathalie Saint-Cric. Oui. Alors, je suis là. Il y a plusieurs façons d'être là. Disons que j'aurais rêvé d'être un peu plus proactive, comme on dit aujourd'hui, mais que c'était tellement codifié, tellement réglé à l'avance, avec 2 oreillettes, avec les 2 directeurs de l'info de France 2 et TF1, disant Marine Le Pen en retard 3 secondes, Emmanuel Macron, il faut rattraper, il faut passer à l'Europe, tout ça qu'au bout d'un moment, et en plus ils avaient tellement décidé de vivre leur vie sans faire attention à ce qu'on disait, qu'en regardant, parce que je réussissais pas à dormir en rentrant à 1h30 ou à 2h du matin, je me suis dit que je rugissais régulièrement en disant mais ça suffit, mais on avance, et qu'en gros c'était pas vraiment de l'animation, mais juste du passage de plat ou du contrôle de chronomètre. Mais enfin, c'était plutôt marrant. Oui, mais c'était vachement dur d'en placer une, justement. C'était extrêmement difficile, et il aurait fallu probablement, je ne sais pas s'il aurait fallu plus d'autorité. Mais on criait, je criais, et au bout d'un moment, je pouvais pas taper sur la table en leur disant ça suffit, parce que je rappelle que c'est une émission, non pas politique faite par les chaînes, mais une émission de la campagne électorale, donc soumise à toutes les règles du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc hyper les questions formatées, c'est pas une émission normale. Et il y a des images de Macron qui existent en coulisses avec sa troupe juste après. Il demande si ça c'était bien. Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, la réponse de sa femme Brigitte. C'est elle qui décide de tout. Parce qu'elle est d'abord parce qu'elle est
normale. Oui. Et qu'elle lui dise ce qu'elle pense. Je la connais un peu. Et je pense qu'elle est très bon juge. Elle n'est pas dans la courtisanerie, par définition. Et effectivement, bon, il savait qu'il avait gagné, globalement. Hein, Oui. parce que manifestement, dès le début, Marine Le Pen avait dit des bêtises ou avait dit des choses erronées. Mais il ne voulait pas donner l'impression d'une forme d'arrogance ou d'un côté méprisant. Et effectivement, quand on se rend compte, parce que la règle dans ces débats, c'est qu'on est en contact avec absolument personne. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. On est renfermé pendant 2 heures et demie. Donc, quelquefois, c'est difficile d'avoir la perception qu'est celle des téléspectateurs. Oui, et en même temps, vous sentiez aussi qu'il avait gagné à la fin, Nathalie Saint-Cricq? Oui, mais j'ai pas senti, comme les gens, la violence des échanges. Parce que nous, on était dans un grand studio, le son était le même pour tous, et on n'avait pas la réalisation. Or, à l'antenne, ils étaient tous les deux en fenêtre, le son était monté par les ingénieurs du son, de manière à rendre le côté encore plus violent, plus tragique, plus en opposition. Et toute cette espèce de violence que les gens ont ressentie, moi, je l'ai moins ressentie. Et quand je suis ressortie, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et les gens m'ont regardé avec un air effondré, du genre, on n'a pas tenu pendant 2 heures, on est allé fumer une cigarette, tellement c'était dur à suivre, tellement c'était violent, tellement c'était horrible. Moi, j'aurais dit, bah, oui, mais je me suis pas rendu compte de la gravité de la tendance de l'échange, parce que tout ça avait été donc réalisé par la télé pour que le débat soit le plus passionnant possible. Et comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure, Nathalie Saint-Cricq? Ah, je me suis retrouvée par défaut. Ah bon? Il n'y a pas eu de tout quelqu'un qui a dit elle est tellement formidable avec Jacques Bizine, on va les prendre. C'est qu'il y a eu on pouvait pas, il fallait qu'il y ait un homme, une femme. Ça pouvait pas être les 2 présentateurs du 20h de la semaine parce que ça aurait été boulot et Pujadas, il manquait de femmes. Si on prenait le week-end, voilà. Bon, donc au bout d'un moment, ils se sont dit, on va prendre les 2 chefs du service politique. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et quand j'ai appelé mon fils en lui disant, tu sais, je pense que ça va être moi, il m'a dit, calme-toi là, c'est pas possible, tu rêves. Et au bout d'un moment, je lui dis, non, je rêve pas. C'est, voilà, par défaut, mais j'ai pris quand même parce que ça se prend. Et alors, comment ça s'est passé la préparation? Ça a pris des jours, des semaines, Nathalie Saint-Cricq? Bon, on n'a pas énormément de temps entre le moment où on est choisi et le moment où on le fait. On a 3-4 jours. Bah, on l'a fait. Moi, je l'ai fait de façon assez exhaustive en essayant de. Ma trouille, c'était, si vous voulez, qu'à un moment donné, je sois mise en défaut par ou Marine Le Pen. Macron, c'est pas trop le genre d'interpeller les journalistes en leur disant, alors, vous êtes en train de dire ça, mais alors le cours du pétrole en 1982. Mais j'avais peur que Marine Le Pen, à un moment donné, me dise, Madame Saint-Cricq, vous savez, le revenu moyen d'un agriculteur. Bon, j'ai été tétanisée par la politique agricole. C'est pas ma matière forte. Et donc, on a vu tout. Et puis finalement, c'est beaucoup de travail, mais c'est très bien de travailler pour, au finish, poser des questions d'une telle platitude parce qu'elles sont revues par les 2 directions. C'est-à-dire que ça n'est pas vous avez déclaré que l'impôt sur les sociétés devait être baissé alors même que... Non, c'est quel est votre programme en matière d'impôt? Voilà, donc si vous posez des questions comme ça, il n'y a pas besoin d'être bac plus 50. Mais bon, c'était pas mal de travailler quand même. Et vous êtes souvenu des débats de 74 et 81 avec Mitterrand et Giscard? Oui, absolument. Mais ça, je me suis souvenu parce que je les avais re-regardés souvent. Et surtout, avant de le faire, j'ai passé quelques coups de fil à mes collègues, confrères, qui avaient animé le débat, que ce soit Arlette Chabot, que ce soit Puge, et bon, ils m'ont dit en gros, t'inquiète pas, il suffit de poser les questions et de surveiller le compteur. Donc ça m'a calmé. Et puis moi, je me souviens d'avoir vu au Théâtre de la Madeleine un spectacle avec Jean-François Balmer et avec Jacques Weber, qui reprenait le débat Giscard-Mitterrand. Et Séguéla était là, avait dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, c'est du théâtre. C'est une certaine forme, enfin, plus exactement, c'est de la politique théâtralisée et rendue, mais pas du théâtre au mauvais sens du terme, pas du cinéma, c'est pas du ciné, c'est intense et ça fait partie dans les moments de France. Vous savez, c'est rare que vous ayez 17 à 20 millions de gens qui regardent la même chose au même moment. Il y a les grands matchs de foot, il y a les grandes finales de Coupe du Monde et il y a les grands débats télévisés, ce qui donne, à mon avis, probablement cette intensité. Et pour la première fois, Nathalie Saint-Cricq, il y avait des commentaires sur Twitter, ce qui est banal aujourd'hui, ce qui était innovateur. Absolument. Absolument. Maintenant, c'est banal. Alors, si vous êtes là aussi, c'est une forme de consécration, parce que vous êtes arrivé à Antenne 2 après la 5, quelques mois après, et vous avez commencé par des reportages, mais tous les reportages politiques possibles et imaginables. Et moi, j'ai vu des images dans la cour de l'Élysée où vous essayez d'interviewer Alain Juppé et vous êtes bousculé par un journaliste parce que vous êtes une femme. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? C'est toujours un petit peu battu, mais
Parce que je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop souffert de misogynie, moi. J'ai pas l'impression, parce que j'ai eu comme chef feu, on dirait aujourd'hui Arlette, qui était très... Arlette Chabot, Arlette qu'on connaît Chabot, bien à c'est Sud Radio, oui. c'est pas le genre Non. à se laisser impressionner. Je pense que j'ai été au moins autant empoisonnée par ma hiérarchie pour mon caractère que pour le fait que je sois une femme. Oui, mais en même temps, c'était une époque où, quand il y avait des conférences de presse ou lorsqu'on attendait à l'Élysée avec une caméra, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, Il y Nathalie avait beaucoup Saint-Cricq. plus d'hommes que de femmes. Et cela dit, entre le moment où j'ai commencé et le moment où je continue, là, ça s'est beaucoup féminisé. Et effectivement, et puis il y a le combat, parce que si vous êtes à la télé, c'est avec un cadreur ou un caméraman. Le caméraman, il faut qu'il se batte pour être devant, donc il faut l'aider pour être devant. C'est une foire d'empoigne pas possible. Mais j'ai eu des bons camarades aussi. Et donc la politique continue à vous intéresser. Là, vous avez commencé à bien les connaître, c'est-à-dire que vous êtes devenu un visage connu pour les hommes politiques. Oh bah, à l'usure, Oui, oui, à l'ancienneté. à l'usure et à l'usage. Oui, parce qu'au bout d'un moment, à force de traîner là-dedans, enfin d'être là-dedans tout le temps, parce que c'est toute la journée. À la grande époque, c'était quand vous parlez des comités directeurs, je ne vais pas raconter la guerre, mais comité directeur, on arrivait à 9h, on attendait 22h qu'ils sortent, on les voyait, enfin c'était moins expédié qu'aujourd'hui où on a un point de presse, on parle et les gens partent. Donc, effectivement, maintenant, je les connais, oui, je pense. Et qu'est-ce qu'on fait en les attendant entre 9h et 22h? On s'ennuie. Voilà. Et alors, il y a une chose très importante aussi, vous n'avez jamais tutoyé des hommes politiques, même ceux que vous connaissiez, vous les avez vouvoyés. C'est une question de rapport. Je les ai souvent vouvoyés. Il y en a quelques-uns que je tutoie à l'usage. Enfin, ça, à l'usage. Au bout d'un moment, mais les grands hommes politiques ou ceux qui sont... je ne les tutoie pas. Et de toute façon, ceux que j'ai pu connaître trop pour des raisons... par exemple, il y en a quelques-uns, notamment un qui avait fait un stage à la Nouvelle République, donc que j'étais amenée à connaître quand j'étais plus jeune. Je me suis refusée à couvrir des reportages quand c'était des gens dont j'étais trop proche. Proche, ça ne veut pas dire le fantasme du genre j'ai passé des vacances avec eux. Non, non. Du tout. Mais simplement, quand je considérais que j'étais pas suffisamment tranquille et libre pour pouvoir traiter le sujet. Il y a quelqu'un avec qui ça n'a pas été très facile, Nathalie Saint-Cricq, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah non, mais ça fait... ça n'a pas été si difficile quand il était au PS. Oui. Parce que je couvrais le PS. Alors, contrairement à ce qu'il raconte, il dit que je suis socialiste. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que la différence entre suivre le PS et être au PS était quelque chose, voilà. Et on avait de très bons rapports. Et puis après, les choses se sont dégradées. Mais il a changé de caractère aussi, moi peut-être aussi. Et voilà, et maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais il a une petite liste de journalistes qu'il n'aime pas, là. Oui. On en est 4 ou 5. Voilà, il faut la tenir à jour. Alors ensuite, vous êtes devenu chef du service politique. Ça aussi, ça a été une belle progression. Vous l'imaginiez pas au début quand vous êtes arrivé à Antenne 2? Non, surtout qu'en plus, j'ai jamais envie d'être chef, moi. Donc, si vous voulez, j'ai pas le fantasme de la direction de qui que ce soit. On me l'a proposé, ça se refuse pas. Donc, je l'ai fait un certain temps. Et ça m'a bien convenu. Et au bout d'un moment, je trouvais que c'était extrêmement lourd. Parce que c'est tout le temps, la politique. Et c'est surtout le week-end, le soir, quand il se passe des choses. Il faut être en permanence prêt à, non pas travailler, mais prêt à tout organiser, envoyer des équipes, envoyer des gens sur le terrain. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Oui, en même temps, il faut diriger des équipes d'une poigne de fer. Oui, de fer. J'avais un bon service. Alors, il y a eu ensuite des émissions politiques, et il y a eu, avec justement Arlette Chabot, il y a eu Mots croisés. Vous avez commencé à faire des reportages dans les émissions politiques. Alors, j'ai décroché du quotidien parce que j'ai eu 2 enfants et que je ne pouvais pas me permettre de partir à droite et à gauche à 6h, 7h. Donc, je me suis dit que j'allais passer à la rédaction en chef et travailler plutôt dans les émissions, Ouais. et quitter le quotidien pour être à même de ne pas les lâcher tous les 2 jours. Et donc, il y a eu Mots croisés, il y a eu Des paroles et des actes, Avec Puge. qui a bien marché. Et puis, il y a eu À vous de juger. À vous de juger avec Arlette, oui. Ça, là, j'étais la rédac chef d'Arlette aussi. Je parle beaucoup d'Arlette parce que c'est Arlette quelqu'un Chabot, oui. quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, avec qui je me suis toujours bien entendue. Et ça aussi, les grandes émissions politiques, ça m'a permis de fréquenter de plus près les politiques et d'essayer de voir comment ils fonctionnaient. Oui, et c'est une étude sociologique. Et À vous de juger, on l'a un peu oublié, c'est le titre de la première émission consacrée à l'actualité du cinéma en 1953 à la télévision. C'est une émission d'Hubert Knapp, et faute de moyens, il n'avait pas d'image, alors il passait des photos des films qui sortaient en les commentant avec une voix féminine anonyme. Ça, je ne savais pas. Et c'est le même titre. Et puis finalement, c'est une fonction aussi difficile parce qu'il faut tout vérifier. C'est-à-dire que le journalisme politique, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi.
Oui, mais pas dans le journalisme politique, dans Oui. tous les journalistes, et ça a dû m'arriver bien souvent aussi de raconter enfin, non pas n'importe quoi, oui, il faut vérifier, faut faire attention. Il faut faire attention dans les commentaires, dans la présentation des gens, il faut faire attention de ne pas présenter quelqu'un comme un syndicaliste quelconque sans dire qu'il est CGT s'il est CGT. Faut pas présenter un homme ou une femme comme si c'était quelqu'un de lambda s'il est encarté au Rassemblement National, au RPR ou au Parti Socialiste. Il faut juste essayer d'informer les gens honnêtement et de leur dire les choses. Voilà. Et vous leur dites les choses régulièrement, toujours dans les émissions politiques. J'essaie. Ouais. Et c'est presque une habitude. Maintenant, vous connaissez tout le monde et vous voyez cette société évoluer, cette société politique. Je la vois évoluer. C'est parce que je la vois évoluer que je suis repartie vers Clémenceau. Voilà. Eh ben voilà, la transition, elle est faite. On va parler de ce livre dans quelques instants avec une autre date, le 10 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Nathalie Saint-Cric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nathalie Saint-Cric. 10 mars 2021, sortie de Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, aux éditions de l'Observatoire. C'est votre premier livre. Et ce premier livre, vous avez choisi comme titre une formule de Clémenceau qui est quelqu'un qui vous passionne. Alors d'abord, il me passionne. Ensuite, j'ai découvert dans sa correspondance et dans son histoire ce pacte. Et j'ai trouvé que la phrase était absolument merveilleusement belle. Donc j'ai voulu un peu creuser cette histoire, savoir pourquoi il disait ça à cette femme. Et j'ai trouvé un certain nombre d'éléments qui m'ont intriguée. D'abord, qu'ils se mettent à écrire un livre sur Démosthène à son âge, alors qu'on pourrait... Il avait plus de 80 ans. Oui, plus de 80 ans. Alors, Démosthène, c'est effectivement super vivant, mais on s'était dit que... Voilà, donc qu'est-ce qui lui arrive au lieu d'être à la retraite tranquillement? Deuxièmement, il écrit 668 lettres à une femme et ils ont cet échange, ce pacte où il lui dit « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » et j'ai voulu chercher pourquoi il avait besoin de l'aider à vivre alors que logiquement elle était jeune et voilà. Et j'ai découvert ce qui était le drame que cette femme avait vécu et je me suis demandé en allant voir la famille de cette dame et en creusant du côté de Clémenceau, quelles avaient été exactement leurs relations et comment ils s'étaient épaulés l'un l'autre. Alors, tout est parti, Nathalie Saint-Cric, d'un recueil de lettres d'amour, qui s'appelle Lettres à une amie, donc écrit à sa cadette de 40 ans qui s'appelle Marguerite. Un livre d'ailleurs que connaissaient François Mitterrand et Simone de Beauvoir. Voilà, alors Mitterrand a trouvé ça absolument magnifique. Et d'ailleurs, il aimait bien Clémenceau, même s'il ne le disait pas autant, parce qu'à gauche, ça n'a pas toujours été bien porté d'aimer Clémenceau. Et il trouvait que ce recueil des lettres, et je l'ai su par Hubert Védrine, qui m'a raconté que François Mitterrand le lisait et lui en parlait souvent. Et paradoxalement, Simone de Beauvoir, qui détestait tout chez Clémenceau en politique, considérant que c'était surtout le ministre de l'Intérieur, le briseur de grève, et qui était, comme chacun sait, affiché à gauche, considérait quand même que ses lettres étaient une pure merveille, et qu'il avait, dit-elle, une ardeur à vivre et à aimer qui était quelque chose d'absolument impressionnant. Et de fait, c'est vrai. C'est ça ce qui est surprenant dans toutes ces lettres. D'abord, c'est qu'elles sont jamais ni tartes, ni faciles, ni pleines de poncifs. Et surtout qu'on voit quelqu'un qui a décidé d'être jeune jusqu'au bout, d'être ardent jusqu'au bout, de s'amuser jusqu'au bout, de vivre jusqu'au bout, et qui n'est jamais Enfin, il est parfois mélancolique, mais les fois où j'avais pas le moral, je lisais ce qu'il écrivait et je me disais que j'étais vraiment une imbécile. Alors effectivement, il écrit à cette femme qu'il a rencontrée. Vous avez fait un travail de romancière, c'est un récit, un roman en même temps. Mais vous avez fait un travail de journaliste plus qu'un travail d'historienne. Alors oui, parce que historienne, j'ai pas la prétention, j'ai pas la formation et puis je peux pas tout connaître. Donc j'ai beaucoup lu tout ce qui a été écrit sur Clémenceau et Dieu sait s'il y a une littérature abondante. Alors il y a une littérature d'historien, il y a le travail qu'a pu faire Michel Vinocq, Jean-Noël Jeannet, Jean-Baptiste Durosay, et puis il y a tous les gens proches de Clémenceau qui ont écrit des livres, c'est-à-dire son majordome, son secrétaire particulier. Donc j'ai eu plein d'anecdotes qui venaient de gens beaucoup plus modestes, qui racontaient des choses beaucoup plus drôles. Il y a encore Léon Daudet, aussi il y a des écrivains, les frères Goncourt, et en travaillant sur les lettres, j'ai essayé, puisque je n'ai que la partie de Clémenceau, puisque Marguerite Baldensperger a exigé qu'il brûle ses lettres à elle, donc j'avais que le côté homme, c'est ce qu'écrivait Clémenceau, parce qu'elle avait répondu. J'ai essayé de reconstituer ce qu'elle pouvait lui répondre, et ça, j'ai été aidée par la famille de Marguerite, les petits-enfants, et des gens qui ont essayé de me raconter comment elle était, comment leurs parents leur avaient dit qu'elle était, c'est-à-dire les enfants directs de Marguerite. Oui, alors il faut savoir que cette Marguerite arrive un jour dans la vie de Clémenceau parce qu'elle veut faire un livre avec lui, et qu'elle est bien reçue, et qu'il y a un coup de foudre de Clémenceau. Il la trouve manifestement fort à son goût. Elle répond à ses critères physiques, c'est-à-dire elle est plutôt mince, plutôt élancée, plutôt distinguée. À côté de cela, elle porte le deuil.
Donc, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est triste. Après, quand il voit son mari... Oui, il demande à voir son mari. Il demande à voir... Ah oui, à l'époque, il faut qu'il connaisse la famille. C'est le passage obligé. Il voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin, qu'en gros, elle est triste, qu'ils sont un peu... Et là, c'est probablement que son instinct de chasseur se met en éveil. Et il lui dit, mais madame, de qui portez-vous le deuil? Et elle lui raconte le drame qui fait qu'elle est justement dans cet état-là, si esseulée, si triste. Et elle lui raconte que sa fille aînée, qui avait 17 ans à l'époque, s'est suicidée. À la suite d'une histoire d'amour malheureuse, puisque cette jeune fille de 17 ans était amoureuse d'un pasteur marié, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très bien porté à Saint-Dié dans les Vosges quand on est en 1920. Et en gros, il comprend qu'elle n'a plus aucun goût à la vie et que son mari s'est éloigné à cause du drame. Et à partir de là, il lui dit, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Et pendant 5 ans, voilà. Il y a eu des hauts, des bas, parce qu'il était vraiment fatigant par moments pour elle. Mais elle l'a vraiment aidé. Il lui a redonné le moral. Oui, une histoire authentique. Je précise qu'effectivement, elle est à Saint-Dié-des-Vosges et qu'à Saint-Dié-des-Vosges, pour votre culture, il y a un informaticien qui a mis au point tous les réseaux qui permettent au quotidien de travailler et de diffuser leurs papiers à l'intérieur du journal. Et ben voilà. Donc la boucle est bouclée. Alors, effectivement, on découvre Clémenceau à travers vous, qui était un homme politique, mais qui était un homme politique qui a vraiment fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il défendait finalement le peuple avant tout. Il défendait le peuple. Il était d'origine d'une petite bourgeoisie, d'une famille de médecins. Il y a eu un passage qui était très important, c'est quand il a été médecin à la Butte, Montmartre, notamment pendant une période de la Commune où là, c'était vraiment le médecin des pauvres. Donc, il s'est beaucoup occupé des gens. Il a beaucoup défendu... il était un peu défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il était on dirait extrême gauche à l'époque, radical. Et il a toujours eu... beaucoup de causes, et puis des causes qui le dépassaient, c'est-à-dire qu'il a été assez moderne par rapport à l'époque. C'est quelqu'un qui est contre la peine de mort, alors que tout le monde est pour à cette époque. C'est quelqu'un qui, quand il partira aux États-Unis, considère que l'esclavage est une pure horreur absolue. Il sera là au moment de l'abolition de l'esclavage. Il dira très vite qu'il est évident que les Noirs doivent voter, qu'on peut même pas penser autrement. Il défendra les Arméniens en disant on doit intervenir au moment où les Turcs les massacrent. Donc, il a plein de prises de position extrêmement modernes et qu'on dirait, je ne sais pas si on doit dire de gauche, en tout cas interventionniste, en tout cas dans le sens de l'histoire. Et alors, avec un bémol, c'est qu'il est extrêmement individualiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se méfie. Alors, il se méfie des socialistes. Il y a des moments épiques entre lui et Jaurès, parce qu'il considère que les socialistes, c'est des rêveurs. C'est des gens, comme il dit, qui ne parlent toujours qu'au futur. Alors que lui est assez pragmatique. Il n'aime pas le désordre. C'est-à-dire que quand il y aura des grèves et qu'il sera ministre de l'Intérieur, et que notamment c'est la période où la CGT est en train de monter, il considérera que le droit au travail est important, donc il y aura des répressions effectivement nettes d'un certain nombre de grèves. Et la révolution de 1917, c'est à peu près tout ce qui lui fait peur, parce que le collectivisme, c'est pour lui l'épouvante totale. Donc à la fois très généreux, il n'a jamais eu d'argent, il a passé son temps à en donner à plein de gens, et à côté de ça, quelquefois, un petit peu frileux sur la réforme, parce que aimant l'ordre et considérant que l'État, ça doit rouler d'une certaine manière. Et j'ai oublié, évidemment, la défense de Dreyfus. Voilà. Et en même temps, il est contre le vote des femmes. Ah oui, alors ça, les femmes, il est complètement rétrograde. C'en est même insupportable. D'abord parce qu'il considère que les femmes, c'est des gens qui doivent être à la maison et qui doivent... Il est obsédé par la natalité aussi. Ça, je suis pas sûre d'avoir mis dans le livre, mais il trouve que c'est très très important d'avoir plein d'enfants pour être fort, pour que la France soit forte. Et il aime les femmes douces, attentionnées, gentilles, parlant un peu drôles, ayant un peu d'esprit. Alors, il a des correspondances avec plein de femmes mondaines, intelligentes, mais il a une peur bleue, comme il ne supporte pas les curés, qu'il est absolument laïque, même pourquoi pas dire laïcard. Il est persuadé que les femmes, ça vote à droite parce que ça obéit soit à son curé, soit à son confesseur. Et il dit, donner le droit de vote aux femmes, c'est remonter au Moyen-Âge. Ça n'est pas question, on verra ça plus tard peut-être. Oui. Donc là-dessus, je ne peux pas dire qu'il soit visionnaire. Alors les hommes politiques qui ont eu des maîtresses, c'est presque une caricature dans le monde politique jusqu'à il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a eu également des écrivains. Hervé Bazin a été papa à 81 ans. Oui. Son fils en naissant était déjà grand-oncle. Voilà. Alors
Alors, ce qui n'a pas été le cas de Georges Clemenceau, qui n'a pas eu d'enfant sur le tard. Oui, mais qui a vécu une histoire d'amour extraordinaire à tel point que les enfants de Marguerite l'appelaient oncle Georges. Ah, mais tout le monde vivait avec tout le monde. En raison des différences d'âge qui sont un peu dures à suivre. 40 ans. Vous avez donc un Georges Clemenceau qui a dépassé les 80 ans. Vous avez les parents de Marguerite qui ont la soixantaine, 65 ans. Donc, en gros, qui sont plus jeunes que l'amoureux, entre guillemets, de Marguerite. Vous avez les filles de Clemenceau qui ont 10 ans de plus que Marguerite, les enfants de Marguerite qui pourraient être les arrière-petits-enfants de Clemenceau, et tout ça, ça vit, ça se voit, ça part en cure ensemble, ça se fréquente, ça déjeune, et finalement, comme Clemenceau est une icône, parce qu'il a gagné la guerre et qu'il a été aimé des petites gens, des soldats, des poilus, qu'il est allé dans les tranchées, qu'il a montré du courage, et ben c'est une telle icône que finalement ces espèces de familles recomposées, tout ça marche très bien. Voilà. Alors il faut savoir que si on prend l'actualité d'aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric, il aurait sa place Clemenceau parce qu'il se bat contre l'administration, il a pris des risques pendant l'épidémie de choléra. Absolument. Il est parti dans une mission parlementaire avec des députés en disant, moi le choléra je vais pas regarder de ça de loin, je veux savoir pourquoi, à Toulon, et il se rend compte qu'il y a un problème avec les ordures ménagères, donc au risque de l'attraper, et on en mourrait. Il a un de ses amis qui est mort du choléra. Et aujourd'hui, l'administration, on se bat contre elle, et lui a été le premier à se battre aussi. Oui, il était parfois assez malhonnête, c'est-à-dire qu'il ne résistait pas au plaisir de se taper, entre guillemets, les fonctionnaires, avec deux moments, notamment moi, qui m'ont fait plus rire que les autres. C'est quand il arrive au ministère de l'Intérieur, il fait apposer une affichette sur un bureau, sur tous les bureaux, avec messieurs les fonctionnaires sont priés de ne pas partir avant d'être arrivés, parce qu'ils trouvaient que bon, c'est un peu du courteline, ça. Il trouvait que les gens travaillaient pas assez. Et puis après, régulièrement, il disait, les fonctionnaires sont de très bons maris. Ils rentrent tôt à la maison. Ils ne sont pas fatigués. Ils ont déjà lu le journal. Voilà. Donc, c'était ces deux petites vacheries contre les fonctionnaires. Mais c'est vrai et puis, il avait le côté de celui qui avait repris le pouvoir, président du Conseil en 17. C'est-à-dire qu'il voulait pas que les choses traînent. Il voulait que la tendance suive et vite. C'était quelqu'un qui voulait que ça aille très rapidement et que quand il donnait des ordres, y compris à Marguerite, les choses soient faites et promptement. Donc toute la lourdeur et tout ça, c'était pas quelque chose qu'il pouvait supporter. Et vous parlez justement de l'humour de Clemenceau, il en avait, puisque vous racontez qu'il avait dit un jour, il parlait de son chien, mon chien est un vrai ministre, il aboie en reculant. Oui. Et il avait baptisé son ânesse Léonie, c'était un clin d'œil à la maîtresse de Gambetta qu'il détestait. Absolument, et sa deuxième ânesse, il l'avait appelée Henriette, qui cette fois-ci était le nom de la femme de Poincaré. Et d'ailleurs, s'il avait autant d'humour, c'est que ça lui a presque coûté la présidence de la République. Ah, je pense, oui, parce qu'il a vraiment été... D'abord, il le disait que rien ne le ferait arrêter, c'est-à-dire qu'il avait envie de faire un bon mot. Il était connu, on l'appelait quand même l'Attila, le fléau du gouvernement, c'est-à-dire qu'il interrompait les gens, il faisait de l'humour sans interruption, il se payait tous les orateurs, et quelquefois c'était simplement par des mots d'esprit, mais il faut dire qu'il avait tellement de talent que, y compris, alors on lui en a probablement plus attribué qu'il n'en a dit, mais quand quelqu'un meurt, en général, aujourd'hui, tout le monde dit que c'était quelqu'un de merveilleux. Lui, à la mort de Félix Faure, il dit, en rentrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. On imagine mal dire aujourd'hui, à la mort d'un politique, des choses absolument épouvantables. Donc, à force de se payer la droite, la gauche, de ridiculiser Deschanel en lui disant, quand l'autre dit, il va falloir solutionner le problème, il répond, moi, nous allons nous en occupationner. À force d'avoir versé de la liqueur un jour dans le dos d'un parlementaire, parce que le parlementaire l'énervait à manger sur les bancs de l'Assemblée, qui trouvait que c'était mal élevé de manger à la Chambre, et qui lui a dit, comme ça, vous aurez la boisson avec. En se payant la droite, la gauche, les curés, tout, je pense qu'il y a un moment donné où, effectivement, il était infernal. Voilà. Oui, alors il y a une anecdote aussi, il y a un député qui raflait tous les sandwichs au buffet de l'Assemblée nationale, il réussit à les prendre dans sa poche et à les montrer à tout le monde. Résultat, ce député a voté contre lui et il a perdu d'une voix la présidence de la Chambre. Voilà, mais je pense que il a raconté après qu'il n'aurait pas aimé parce que c'était un poste qui, contrairement à aujourd'hui, est un poste où on n'a pas de véritable fonction. Mais il en a quand même été meurtri de se faire chasser alors qu'il avait quand même gagné la guerre. Et dans ce livre, vous racontez, en dehors des amours de Clemenceau, l'amour que De Gaulle avait pour lui, parce que De Gaulle respectait Clemenceau. De Gaulle respectait énormément Clemenceau, respectait son courage. Et d'ailleurs, il est allé plusieurs fois sur sa tombe, plusieurs fois en Vendée. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est le texte qu'il a lu à la radio anglaise le 11 novembre 41. Donc, De Gaulle se trouve à Londres et c'est le 11 novembre, donc l'anniversaire. Et il lance une sorte d'hommage et d'appel à Clemenceau en disant du fond de votre tombe vendéenne, Clemenceau, vous ne pouvez pas dormir en paix tant que l'ennemi se foulera le sol français. Et il lui fait une sorte de promesse en lui disant on libérera la France et ce jour-là, Clemenceau, vous pourrez dormir enfin tranquillement.
Et je trouve que la phrase, si on imagine de Gaulle à Londres, cette espèce d'adresse à Clémenceau est quelque chose d'absolument magnifique. Et ils avaient une citation en commun qui était quelque chose que de Gaulle aimait citer, qui me semble très proche de Clémenceau, qui est les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. C'est une phrase de Nicolas Chamfort, mais qui correspond assez bien à leur caractère. Et c'est vrai qu'il a beaucoup vécu et ce livre est passionnant. Nathalie Saint-Cricq, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir à l'Observatoire. Merci d'avoir écrit. On découvre Clémenceau et de belles histoires d'amour comme on en voit rarement aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.